bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence au Salon Stratégie Client. Et on va parler des défis des centres de contact en 2023, comment on peut automatiser sans déshumaniser ou faire en sorte que la technologie aille justement dans une humanisation de la relation client. Et pour cela, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir 3 experts qui vont vous partager leurs meilleures pratiques. Et j'espère que vous allez repartir avec des bonnes idées que vous allez pouvoir appliquer dans votre entreprise. Pour cela, je vais commencer peut-être par Christophe. Christophe, est-ce que tu peux te présenter et présenter en fait Randstad pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore l'entreprise? Il faut appuyer sur le petit bouton là normalement et c'est tout bon. Oui, ça marche comme ça. Bonjour tout le monde, Christophe Montagnon, je suis à la tête des plateformes pour ce qui est du groupe Randstad au niveau mondial. Randstad au niveau mondial, c'est 27 milliards de chiffre d'affaires dans les ressources humaines, donc on est un des leaders mondiaux dans les ressources humaines. Et puis, vous avez, est-ce que c'est les filles qui sont diffusées? Peut-être vous voyez ça ou... Comment? Tout le monde voit ça? Oui, tout le monde voit les D'accord, slides. du coup, vous voyez un peu les chiffres que je ne vais pas trop vous redire, mais ça donne une idée des volumes qu'on a à traiter, à la fois du nombre de contacts et du nombre de candidats. Merci Christophe. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est Tanguy d'AG2R, mais qui est également un podcasteur. Absolument, jeune podcasteur. Donc Tanguy Vincent, je suis dans le groupe AG2R La Mondiale, je vous présenterai dans la diapo juste après. Et là, je m'occupe donc de l'innovation et des usages digitaux au service de la relation client. En quelques mots, les challenges de la mission, c'est comment innover et surtout comment mettre en place des nouveaux usages digitaux, voire même surtout rejoindre les usages digitaux de nos clients, parce que nos clients évoluent demain, et c'est à nous d'aller les rejoindre là où ils sont. Tout ça au service de la relation client du groupe AG2R La Mondiale. Et effectivement, en parallèle, je suis animateur d'un podcast parce que je suis passionné des bots et de toutes les solutions conversationnelles. Donc du podcast Point Bot, qui est le podcast des solutions conversationnelles. Alors pour le trouver, vous tapez Point Bot, P-O-I-N-T-B-O-T. Vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur Google, sur YouTube, sur Acast, sur Spotify, etc., etc. C'est tous les mercredis. Prochain épisode, demain à 8h10. Merci. Alors, AG2R, pour ceux qui ne le connaissent pas, quel est ce groupe, quelle est cette entreprise? AG2R La Mondiale. Oui, AG2R La Mondiale, oui, un groupe de référence donc, en assurance de personnes, un des groupes références en France, qui offre une solution complète d'assurance et qui en fait s'adresse à un ensemble de métiers qui vont adresser les différentes étapes de la vie des personnes, que ce soit en prévoyance pour prémunir sa famille face à l'incapacité de travail, à la validité, au décès, la santé, l'assurance vie épargne et puis aussi la retraite, c'est un sujet, retraite complémentaire et également des offres de retraite supplémentaires. Ce qui fait qu'on a un grand nombre de clients, 15 millions de personnes protégées et 500 000 entreprises accompagnées. Ça veut dire quoi en termes de relations clients et en termes d'innovation, tout ça? Ça veut dire qu'on est dans un environnement qui est très complexe parce qu'on va s'adresser à un grand volume de personnes avec des sujets extrêmement variés. Entre la prévoyance et l'assurance vie épargne, c'est très différent. Avec aussi des gens qui ont, on a toutes les gammes d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les catégories de l'urbain au rural en passant par les différentes solutions. Donc ça veut dire des maturités digitales très différentes pour l'ensemble de nos clients. Merci. Alors, notre dernier intervenant va plutôt mettre la technologie au service de l'humain. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous présenter Axéo et te présenter toi-même? Alors, bonjour à tous, Julien Allard, le directeur de la société Delta Process qui commercialise 2 solutions Tadeo et Axéo. Donc, quand on parle justement de technologie au service de vos clients, j'ai envie de vous dire, vos clients sourds ou malentendants pour permettre de communiquer auprès de vos établissements ont besoin de la technologie. Donc, justement, le lien entre la technologie et la relation client. Pour vous présenter en quelques mots la société Delta Process, et on rejoint quand même le sujet d'aujourd'hui, Delta Process est une entreprise dont l'activité d'origine était des missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un cabinet d'architecture d'origine, expert du parcours client en magasin. Et on s'est rendu compte de la problématique d'accueil du public sourd ou malentendant il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, parce que ça date de 1999. Et donc on s'est intéressé au sujet en commençant par les aménagements de postes de travail pour les salariés sourds ou malentendants en entreprise avec notre solution Tadeo, et qui a découlé derrière sur la création d'Axéo, parce que j'ai envie de vous dire, une personne sourde, en dehors du travail, elle a besoin également de communiquer. Et donc Axéo est la solution qui va permettre de rendre accessible un centre de relations clients ou un établissement pour accueillir le public sourd ou malentendant.
Merci pour ces précisions. Et puis, bien entendu, vous avez de très nombreux clients, dont AG2R La Mondiale, je crois. Complètement, tout à fait. Tout à fait. Donc on équipe aujourd'hui, alors, on veut dire plus de 50 000 établissements. Les chiffres, il faut qu'on les mette à jour, parce qu'aujourd'hui on est à plus de 100 000 établissements. Donc vous voyez comme quoi des supports de présentation à mettre à jour. Aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, parce qu'on va dire qu'on a 50% de partenaires publics et 50% de partenaires privés. Et oui, donc AG2R est un de nos partenaires, et qui, on en reviendra sur le sujet tout à l'heure, mais justement qui a été au-delà de la loi pour permettre une activité complète du parcours client, et là justement d'ouvrir ses services à un nouveau panel de clients. Alors là, donc, on entre un petit peu dans le sujet. Juste avant de commencer la présentation, je me présente moi également. Donc, je suis Frédéric Canevette, je suis Product Manager pour les bots chez Eloquent, et je suis également chargé des projets digitaux. Alors, Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est éditeur de solutions de centres de contact et de mesures de la satisfaction client et collaborateur. Donc, on met en place, bien sûr, des solutions de centres de contact, téléphone, mail, chat, etc., mais également des callbots, chatbots, SVI visuel et bien sûr solutions de self-care. En complément de cela, on fait de la solution d'enquête de satisfaction omnicanal, email, SMS, enquête digitale, etc., jusqu'à la publication d'avis. Et donc nous aussi, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le marché. 2001, ça ne nous rajeunit pas, et on envoie plus de 150 millions d'enquêtes à nos clients et près de 450 millions d'interactions omnicanal gérées dans l'année. Et on a énormément de clients dans de multiples domaines. Alors, on va commencer maintenant et entrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai que la thématique de cette intervention-là, on nous la pose souvent. Comment automatiser sans déshumaniser? Parce que le but, ce n'est pas seulement d'automatiser, mais faire en sorte que les clients soient contents et qu'il y ait une bonne satisfaction. Et ce qu'on remarque, c'est que l'étude élu service client de l'année montre que, certes, il y a de plus en plus de canaux, mais les messages et les canaux s'empilent. C'est-à-dire qu'on n'a pas des canaux qui remplacent les uns les autres, mais des canaux, au contraire, qui sont en complément. Et le bot, justement, et la visio arrivent dans ces nouveaux canaux. Pourtant, ce que l'on remarque, et c'est encore une fois le service client de l'année qui le dit, c'est que certains canaux sont moins satisfaisants que d'autres, et de manière assez étonnante, le bot est l'un des canaux qui attire le moins de satisfaction. Alors justement, un des enjeux de cet atelier-là, c'est vous dire comment on va pouvoir automatiser sans déshumaniser et en accordant un maximum de satisfaction. Et justement, on voulait commencer cette petite introduction avec Tanguy qui nous disait, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'automatisation et la personnalisation? Alors, oui, tout à fait, Frédéric. Et c'est vrai que c'est un sacré défi d'automatiser sans déshumaniser. Pour revenir très rapidement, on se doit d'automatiser. On voit le nombre d'interactions qui augmente. L'exigence de nos clients qui, à juste titre, augmente. On veut une réponse qui est maintenant instantanée. Il y a même un certain nombre de choses pour lesquelles on ne veut plus attendre. Alors attention, moi je ne pense pas que tous les clients veulent absolument avoir quelqu'un au téléphone pour leur réponse. Oui, pour certains sujets, mais pas pour tout. Donc il y a un challenge d'automatisation. Le challenge d'automatisation, il est aussi interne pour chaque entreprise. Il y a une équation économique à devoir répondre. Il y a une recherche de ROI. Il nous faut, pour pouvoir fournir le meilleur service à nos clients au meilleur prix, pouvoir arriver à traiter certaines demandes de faible valeur ajoutée avec un coût réduit. Je pense que c'est un challenge en termes de professionnels auquel nous sommes tous confrontés. Et il y a une sorte de contradiction, parce que c'est vrai que cette automatisation, ça va nous dire on va donc chercher à généraliser, à standardiser les processus, à rentrer dans des cadres définis. Et de l'autre côté, l'humanisation, être humain, c'est être personnel, c'est être empathique, être dans l'émotion et être donc dans l'attente personnalisée de chacun, ce qui est un petit peu contradictoire avec des schémas standards et automatisés. Alors, quand on a préparé cette présentation, on s'est dit, mais finalement, ça serait quoi une automatisation qui serait déshumanisée? On a essayé de faire la démarche inverse, un peu une sorte de raisonnement par l'absurde. Bon, on s'est dit, une automatisation qui serait déshumanisée, c'est déjà une automatisation qui ne marche pas. Parce qu'elle n'est pas adaptée. Elle est sur un cas où les personnes ne cherchent pas une solution automatique, où là, ils veulent absolument avoir quelqu'un au téléphone, ou bien une automatisation qui est pas mal montée et on envoie toujours les gens dans un cul-de-sac. Donc là, une des clés de réussite, on va dire que ce sont des solutions miracles, mais une des clés, c'est de bien définir son périmètre pour automatiser sur un cas d'usage qui est adapté. Ça va peut-être de soi sans le dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Une relation qui serait peut-être une automatisation qui serait déshumanisée, c'est lorsque quelque part le client a un peu l'impression qu'on l'a pris pour un imbécile parce qu'il pensait parler à quelqu'un, on a joué le quelqu'un et en fait c'était un robot. Donc je pense
une clé de l'humanisation, de l'automatisation, arriver à automatiser de manière correcte et respectueuse pour nos clients, c'est d'être transparent et de l'afficher. Moi, je préfère, ce n'est pas une loi d'airain, hein, mais je préfère assumer le fait qu'on échange avec un robot. Et vous le verrez, dans nos bots, on ne leur donne pas de nom. On reste plutôt neutre. On assume, je suis un robot, je sais faire certaines choses, et puis il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. Et quand je ne sais pas faire, je propose une escalade vers un agent. Alors, on rentre un peu dans la contradiction, dans un challenge de vous à moi. Si on met en place une solution automatisée, c'est pour qu'elle soit utilisée. Donc, on ne va pas, du premier coup, toujours dire « hop, je fais de l'escalade pour un oui, pour un non ». On essaye quand même que la solution automatisée marche, mais permettre l'escalade et permettre l'alternative humaine est quand même un point clé qui est important. Et puis après, attention, une solution conversationnelle, une solution automatisée, ça ne se met pas toujours en 2 coups de cuillère à peau. Son design conversationnel, ça se forme, ça se teste et ça s'améliore. C'est aussi la clé de la réussite, d'avoir un parcours conversationnel qui est bien designé, qui est naturel et fluide. Bah justement, pour illustrer ça, tu nous as préparé en fait 4 cas, donc 2 callbots, un chatbot et un SVI visuel. Alors, commençons par la chose qui est un peu plus, on dirait, à la mode et que ce que les gens demandent beaucoup actuellement, c'est le callbot. C'est-à-dire que c'est l'agent, le robot, qui va en fait répondre au téléphone et qui va automatiser une partie du traitement des appels. Alors, justement, tu as donné 2 cas d'usage. Quels ont été un petit peu les enseignements de ces 2 cas d'usage? Alors, effectivement, 2 cas d'usage. Et le premier était le plus riche en enseignements. Il était relatif au prélèvement à la source. Donc, la mise en place du prélèvement à la source, ça date d'il y a 3 ou 4 ans, je pense. On était au tout début des callbots et nous-mêmes, notre maturité sur le sujet n'était pas extraordinaire. Et donc, c'est une expérience qui, quelque part, on va dire, ça n'a pas marché. Comprenons-nous, le sujet n'est pas technique du tout. Mais quand les gens nous ont appelés, on s'attendait à ce que les gens appellent massivement parce que sur notre population d'invalides à qui on verse une rente, lorsqu'il y a le prélèvement à la source, la rente baisse inévitablement parce qu'il y a le prélèvement à la source. Et dès que la rente baisse un peu, ça génère beaucoup d'angoisse et les gens nous appellent. Or, dans le cas du prélèvement à la source, les questions du taux de prélèvement, du taux prélevé à la source, on ne pouvait pas y répondre. Il fallait orienter vers le service des impôts. Donc on s'est dit, pour pouvoir répondre rapidement aux clients, cette réponse qui est assez générique, on va passer par une solution automatisée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une très bonne communication qui a été faite par les services publics. Donc finalement, on ne s'est pas retrouvé confronté à un volume d'appels, mais on s'est retrouvé confronté à des appels très spécifiques de personnes qui étaient à l'étranger, etc., auquel cas la solution automatisée n'était pas adaptée. Mais ça nous a appris énormément de choses. Sur l'importance déjà des briques technologiques, d'optimiser le speech to text. Quand vous faites une solution vocale, la première chose, c'est qu'on prend le vocal, on le convertit en écrit. Si cette conversion n'est pas correcte, ma rente a baissé. A baissé si c'est transcrit avec la lettre A, la lettre B et la lettre C, c'est pas adapté. Donc, il y a ce temps d'apprentissage qu'on avait eu. Il fallait optimiser notre design conversationnel sur toute la dynamique de la conversation. Et ça, c'est clé quand on est sur le vocal. En particulier, quand on a un moment où les personnes croient qu'elles parlent à un humain, et on a eu le coup. Les voix sont tellement bien faites. On disait, je suis un robot, je suis un assistant, mais les voix sont tellement bien faites que les gens étaient convaincus qu'ils avaient une conseillère au téléphone. C'était une voix féminine. On le sait, parce que quand derrière on les rappelait, ils disaient, votre conseillère là, qu'est-ce qui se passe quoi? C'était un robot. Ah non, non, pas du tout. Et donc ça, c'est important, dans ce design conversationnel, dans toute la dynamique, d'éviter qu'on se coupe la parole. C'était un point sur lequel on est difficile. Et donc on s'est enrichi de toutes ces expériences pour mettre en place dernièrement un nouveau callbot, qui est un callbot de routage. Donc, on est plus modéré dans nos ambitions, mais au moins, ça marche très bien, qui a pour objectif d'orienter nos prospects sur base de quelques questions qui sont la nature du risque qu'ils veulent couvrir, santé et prévoyance, et leur appartenance à une convention collective. Il y a beaucoup de conventions collectives, et là, les callbots sont très adaptés pour les identifier et lever l'ambiguïté. Et là, on a vraiment pris le choix de définir une personnalité de bot. C'est vraiment une personnalité, donc ça donnait un fil rouge qui est plus simple, qui est plus directif. On assume une forme de directivité, qui a des phrases beaucoup plus courtes, avec une vigilance particulière à ne pas créer des boucles sans fin, parce qu'il n'y a pas plus exaspérant que de tourner en rond quand on échange avec un robot. Alors justement, là on a parlé de la voix, mais l'écrit aussi, le digital, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau du chatbot chez AG2R La Mondiale? Alors on a 3 chatbots chez AG2R La Mondiale, qu'on appelle tous les 3 assistants virtuels. Ça rejoint ce que je disais au début, automatisés sans déshumaniser. Je suis un robot, je suis un assistant virtuel, j'assume le fait que je sois un robot. Une ligne rouge présente sur nos espaces
sur le site internet ag2rlamondiale.fr. Ça donne une information générique et ça propose d'être une alternative à la navigation pour les gens qui ne trouvent pas leur bonheur d'un côté ou qui préfèrent trouver l'information en conversant en langage naturel. Celui qui est présenté là, c'est celui qui a le plus de cas d'usage. Il est sur notre page de contact. Il était parti dans l'idée de nous d'aider à trouver nos coordonnées de contact, parce qu'on est un groupe un peu complexe, c'est parfois un petit peu compliqué. Et quand vous n'avez pas les bonnes coordonnées de contact, vous appelez, vous tombez dans le mauvais service, vous êtes routé autre part, vous avez nouveau du temps d'attente. Donc ça génère une insatisfaction client qui est pleinement légitime. Et d'un point de vue d'efficacité opérationnelle, ça fait intervenir plusieurs personnes pour le traitement d'un appel. Ce n'est pas efficace également. Donc il y a vraiment un gain win-to-win à avoir là-dessus. Et donc au-delà de fournir un numéro de téléphone, aussi et surtout, on donne une information. Parce que dans certains cas, on peut vous dire que ça ne sert à rien de nous contacter pour une prise en charge hospitalière. Il faut attendre dans tel délai, ça ne sert à rien de le faire trop tôt. On oriente vers les espaces clients, mais pour nous automatiser en humanisant, ce n'est pas simplement orienter vers l'espace client, c'est éduquer, c'est expliquer. Donc on joint toujours une vidéo explicative ou des captures d'écran avec un véritable pas à pas, de façon à ce que la personne voit que c'est facile et sache comment trouver l'information sur l'espace client. Ouais, donc, rajouter les moyens de contact autres que le chatbot, ça a aussi favorisé la satisfaction du bot. Alors, on a un autre outil pour digitaliser une partie des appels téléphoniques, c'est le SVI visuel. C'est notre petit dernier, tout à fait, pour digitaliser les appels. Il vient en fait faire la réunion entre les deux dispositifs précédents. Le vocal est très intéressant parce que c'est là que se trouve la volumétrie. Et dans une compagnie d'assurance, dans une mutuelle santé, on ne contacte pas sa mutuelle santé tous les jours. On n'y va pas tous les jours, heureusement. Heureusement pour tout le monde, on est plutôt en bonne santé. Et donc, quand on a besoin de les contacter, l'habitude première, c'est d'appeler. Et donc, on a beau avoir expliqué aux gens qu'il y a beaucoup de services digitaux, il y a l'habitude de nous appeler. Alors après, comment amener les gens à continuer sur un service digital ? Les conseillers font très bien ça. Ils expliquent parfaitement, ils éduquent et rééduquent le client, ils remotivent le client à aller sur l'espace client. On s'est dit, ça, c'est quelque chose que l'on pourrait automatiser. Comme ça, le conseiller, il va pouvoir se concentrer sur les véritables tâches d'expertise et d'accompagnement. C'est une solution toute simple. Quand la personne nous appelle, on lui envoie un SMS avec un lien. Et ce lien permet d'accéder à une interface digitale que vous voyez là sur la diapositive, avec une sorte de serveur vocal interactif, mais qui est visuel. Et donc, on navigue dans les différents sujets. Et là, on pousse des réponses avec des FAQ. On oriente vers les espaces clients. On refait les tutos, etc., etc. On l'a mis sur les cas d'usage que nous avons identifiés. Par exemple, celui des attestations, attestation d'appartenance, attestation de radiation, qui avait été identifié par la relation client comme étant des sujets pour lesquels le fait d'attendre au téléphone était générateur d'insatisfaction. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de devoir appeler quelqu'un pour avoir ces éléments-là. Donc on a mis ce dispositif en place de manière très rapide pour répondre à un pic d'appel et trouver chez nous aussi une efficacité opérationnelle. Donc c'est notre dernier né et qui a l'élégance de rejoindre le vocal et le digital, ce qui est un peu notre challenge, arriver à digitaliser un appel. Et donc une forte volumétrie d'usage parce qu'il est très simple. Je terminerai là-dessus parce qu'automatiser tout en humanisant, c'est offrir au client un parcours qui est simple pour lui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que votre bot était plus ou moins directif, c'est-à-dire que pendant la saison des attestations, le SVI visuel était plus ou moins imposé, après il est moins imposé, et quand même vous arrivez à 55% des gens qui font du self-care grâce à ce moment-là à peu près. Voilà, c'est ça, on a environ 55% des gens qui font du self-care, et effectivement après il y a tout le challenge, est-ce qu'on impose la digitalisation ou est-ce qu'on la propose ? C'est effectivement une politique qui peut être adaptée en fonction des saisons. Alors Christophe, lui, va nous parler de Randy, mais avant de nous parler de Randy, tu voulais en fait nous présenter deux études sur justement la digitalisation et l'impact du numérique. Non, pour reprendre le thème en fait qui a déjà été abordé sur la dextérité digitale des différentes générations, puisque vous venez juste de l'évoquer. Le thème qui m'intéresse ici, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on prépare la notion de changement et comment est-ce qu'on peut discuter du change management à l'intérieur de l'entreprise ou du changement à l'intérieur de l'entreprise. Déjà, quand on regarde en fait la maturité digitale, on peut voir finalement la tranche d'âge des managers. Moi, je suis même un peu au bout de celle-là. On est dans une tranche d'âge dans laquelle la maturité digitale qu'on a, le rapport qu'on a aux produits digitaux est très différent
de ce que nous, on va appeler nos talents, c'est-à-dire par exemple nos candidats. Et donc la capacité qu'on a à se mobiliser en tant qu'entreprise autour de la transformation digitale est un vrai challenge parce qu'en fait, on a des perceptions différentes de la nécessité de se digitaliser en fonction de la perception qu'on a cross-générationnelle. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est que les managers qui sont censés être les supporters en fait, de la digitalisation ne sont pas toujours les mieux adaptés en termes de compréhension de la situation digitale de notre propre clientèle. Dans le travail temporaire, puisque c'est une grosse partie de nos activités, nous avons beaucoup de candidats très jeunes. Et les candidats très jeunes cherchent des interactions qui sont différentes de celles qu'ils cherchaient il y a quelques temps. Et donc la capacité qu'on a à ouvrir de nouvelles façons de transiger avec nos talents, c'est quelque chose de fondamental. Peut-être on voit sur le slide d'après, ça c'est une étude qui vient du Gartner, j'aurais dû d'ailleurs marquer, ça vient du Gartner, parce que c'est pas du tout moi qui ai fait ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir que cette dextérité digitale qu'on mettait tout à l'heure en chiffres, ici en fait on le met par cas d'usage. Et donc, en fait, là, c'est un cas d'usage dans lequel on pose la question à différentes générations. Pendant combien de temps est-ce que vous restez sur votre outil préféré avant de basculer sur un autre? Et donc, dans la génération de nos managers, en fait, qui sont les baby boomers, ceux qui sont en train de partir à la retraite bientôt, là, ceux qui vont fabriquer, qu'il nous faut plein de candidats, 23 minutes, on est d'accord pour rester au téléphone avant de passer, en fait, sur une solution qui est une solution qu'on trouve moins agréable pour nous-mêmes. Quand on regarde la génération Z, elle va rester sur son application, généralement sur une application téléphonique, en fait, pendant 26 minutes avant d'être d'accord pour prendre un téléphone. En fait, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des situations qui sont extrêmement radicales d'une génération à l'autre, d'où la nécessité, parce que tout à l'heure, tu as montré tous les canaux qu'on met en parallèle, mais ces canaux, ils ne sont pas paralysés pour rien, ils sont paralysés aussi parce qu'en fait, ils répondent à des problématiques différentes et qui sont des problématiques aussi générationnelles et de type de dextérité digitale. Randy, c'était un peu ça. Randy, notre question autour de Randy, en fait, était comment est-ce qu'on peut imaginer une solution qui nous permette, en fait, d'envisager ce qu'on va appeler le pré-recrutement, parce qu'en fait, c'est ces phases-là, en fait, qu'on va digitaliser. Et je vais raconter un peu ce que ça fait, Randy. On a cherché une solution, en fait, qui vient couvrir tout cet endroit-là, tout ce moment, en fait, qui est la présélection du candidat, donc qui n'aboutit pas à une sélection d'un candidat qu'on va proposer à un client, mais qui aboutit à une capacité qu'on a à avoir une bonne visualisation de la performance potentielle d'un individu sur un poste. Le candidat, en fait, il va avoir la possibilité de faire un trajet qui va depuis le moment dans lequel il va rechercher un job sur une région jusqu'à un moment dans lequel il va pouvoir avoir un job ou avoir un contact avec quelqu'un d'une agence ou avec un recruteur, on va dire, de l'organisation. Et il va passer par plein d'étapes. Il passe par une étape dans laquelle il peut regarder le marché ou alors il va répondre à une offre parce que Randy, ça peut être une des solutions de réponse à une offre. Et puis après, il va faire un parcours qui passe par des tests de sélection, qui passe par un certain nombre de données avec lesquelles il va être confronté au marché pour voir quelle est l'attention. Et puis en fait, ce parcours va l'amener en fait, petit à petit à être sélectionné dans différents, on va dire, branches en fonction de la classification dans laquelle il va être. Soit on va l'amener vers des jobs, soit on va l'amener directement vers un recruteur. À l'intérieur de ce trajet-là, il peut rester jusqu'à entre 20 et 25 minutes à l'intérieur du bot. Ce qu'on a pu voir dans les premières phases, c'était que les gens ne sortaient pas du bot. Donc à partir du moment où ils ont commencé la conversation, en fait, ils restent dans le bot. Et qu'est-ce qui a été critique, en fait, c'est la capacité qu'on a eue à donner des feedbacks à un certain nombre d'étapes et donc de rester dans le dialogue de manière continue avec. Quand on le compare avec un trajet traditionnel, en fait, le trajet traditionnel de présélection, en fait, c'est un trajet dans lequel on a peu de moments de feedback. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est dans le processus de sélection. Là, on a la capacité, en fait, de donner des feedbacks relativement réguliers à la personne sur ce qu'il a fait. Donc, j'ai passé un certain nombre de tests, je peux le situer vis-à-vis d'une cohorte de personnes qui ont passé ce test-là. Je cherche un job dans telle région, je sais quel est le niveau de tension, est-ce qu'il y a vraiment des recrutements, quel type de postes sont ouverts sur cette région-là. Donc, ce niveau de feedback a changé les choses. Et puis là, vous avez quelques scores en fait liés à l'implémentation. Donc le nombre de candidats qui de manière annuelle, en fait, passent par l'intermédiaire du bot pour qualifier leur candidature. Le niveau de performance, le NPS qui est à 40, est un NPS qui est sans commune mesure avec notre niveau de satisfaction traditionnel dans une phase de recrutement. Elle est bien supérieure. On a aujourd'hui 41 métiers qui sont monitorés par Randy. Mais l'implémentation de Randy, ça n'a pas été très simple. Parce qu'en fait, Randy vient manger un morceau du travail du recruteur en agence. Et donc, en fait, Randy, il était là pour être son associé, en fait, hein, son partenaire dans le recrutement. Et en fait, on a vu que Randy, il a dû en fait se frayer un chemin dans la confiance qu'il a bâtie avec les recruteurs.
Parce qu'en fait, le recruteur, il avait pour habitude de scanner avec un coup d'œil des CV, de regarder les candidatures de manière transversale et puis de les classer, parce qu'en fait, il a le coup d'œil, il connaît sa région, il connaît sa spécialité. Et là, faire confiance à un petit bot qui vient lui apporter des candidatures déjà pré-mâchées, en fait, c'était un chemin d'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut aider le change management, et puis comment est-ce que le recruteur a bâti une confiance avec le robot. Alors je crois qu'il y a eu une grosse phase d'entraînement et vous avez aussi embarqué justement les recruteurs pour améliorer l'entraînement de plus en plus du bot pour que justement ça arrive au même niveau qu'un recruteur, quoi. Parce qu'il y a plusieurs choses clés qu'on a fait. La première chose, c'est qu'évidemment, on a testé longuement en fait notre capacité de sélection avec le bot et effectivement tout ça a été annoté par des recruteurs spécialisés. La deuxième chose qui est importante, c'est que tout ce qu'on utilise comme test à l'intérieur, c'est des tests qui ont des années d'expérience chez nous et dans lesquels en fait on avait un dataset qui nous permettait de sélectionner les questions critiques pour être capable de prédire en fait le succès de la personne. Mais effectivement, le fait de l'avoir conjointement bâti entre les fabricants de la technologie, en l'occurrence je peux les citer, c'est Eluin qui a fabriqué le bot. Eluin a fabriqué le bot, mais supporté par les métiers et avec la capacité qu'on a eue d'annoter la performance du bot avec des représentants spécialisés des différents métiers. Quelque part performance et surtout co-création qui permet une meilleure confiance. Oui. Et aujourd'hui, Randy, il est évidemment sur nos sites et il est devenu en fait une option de candidature. Donc je peux candidater de plein de façons différentes. Je peux avoir bâti un profil, je peux envoyer mon CV et je peux aussi candidater vers Randy. Alors là, c'était pour faciliter le travail entre guillemets des personnes qui veulent recruter, qui veulent postuler à des annonces, du feedback, de la valeur ajoutée. Je crois que vous êtes allé maintenant du côté des recruteurs pour essayer de leur faciliter le travail. Et ça, justement, je crois que c'est justement l'intérêt d'un bot, c'est aider les gens dans leur travail sur des tâches qui ne sont pas forcément intéressantes. Là, ce qu'on cherche avec cette fois-ci le parsing vocal qu'on va voir tout à l'heure après, mais 2 mots avant peut-être. Pardon, je vous fais faire des allers-retours. Non, 2 mots avant sur ce qu'on va voir. La première chose peut-être pour le situer, mais je pense que tout le monde a déjà vu ça, c'est que de plus en plus d'entretiens se font de manière distancielle. Donc en fait, de plus en plus de candidats, d'abord parce qu'en fait, ils apprécient plutôt d'avoir des candidats, des entretiens à distance. Alors tout ça a été largement accéléré par la période de pandémie, mais pas que. Il y avait de toute façon une tendance générale qui faisait qu'on avait beaucoup plus d'entretiens à distance. Aussi lié à la facilité qu'on a de le faire à distance dans des heures qui sont plus agréables pour soi. Par exemple, si on travaille et qu'on cherche un emploi, c'est plus facile de le faire à distance que de prendre du temps pour aller dans un cabinet. Mais pas que. Il y a aussi la facilité de mise en œuvre que ça a. C'est-à-dire que ça peut être très simple. Parfois, ça peut se faire en fait sur des scénarios qui ont été enregistrés et on enregistre sa voix sur les scénarios. Parfois, c'est en direct avec un consultant. Quand c'est avec un consultant, en fait, quand on fait un entretien, en fait, on a 2 choses qu'on veut faire. On veut être en lien avec la personne qu'on recrute, parce que c'est un moment qui est critique pour essayer de comprendre quel est le candidat qu'on a. Puis on est en train de préparer notre futur, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est un intermédiaire, et donc on va préparer notre pitch pour notre client, et donc on récupère un certain nombre d'informations qu'on doit être capable de structurer pour pouvoir faire un compte-rendu de recrutement. D'ailleurs, je pense que de toute façon, tout recruteur fait ça, qu'il soit dans une entreprise ou qu'il soit comme nous, chez un spécialiste du recrutement, tout le monde le fait. Et donc, on pense qu'il y a un moment dans lequel en fait, on est déconnecté de la personne. Parce qu'en fait, on fait d'autres choses pendant le recrutement. Soit on tape des choses, soit on prend des notes sur un cahier qu'on va avoir du mal à remettre de manière complète à l'intérieur de notre logiciel, de notre ATS ou de logiciel. La deuxième chose qui est importante, c'est que pour nous, l'entretien, c'est évidemment une mine, mais c'est une mine de données non structurées et qui est dans la tête des gens ou un peu sur le cahier. Donc la question de comment est-ce qu'on restructure de la donnée qui est aussi informelle que l'entretien est critique. Critique pour le futur et critique pour le présent. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette data et qu'est-ce qu'on peut trouver d'intelligent? La troisième chose, c'est qu'un entretien, c'est quelque chose qui n'est pas naturellement efficace. C'est une des choses les plus difficiles à faire, dans lequel peu de gens sont formés à fabriquer des entretiens. Et un bon entretien se fait au travers en fait, de guides, de frameworks, de manière dont on questionne les gens. Et donc le fait même d'avoir une capacité en fait, à soutenir l'acte d'entretien avec un framework qui aide à guider l'intervieweur pour qu'il soit le plus performant est quelque chose qui nous intéresse. Donc laisser la personne connecter avec le recruté, nous permettre d'avoir de la donnée structurée parce qu'on la collecte bien et se garantir avec un framework solide qu'on fait des entretiens qui sont toujours extrêmement professionnels. Alors justement, la solution, c'est de prendre ce que dit la personne, la transformer en texte et d'aller remplir des formulaires, c'est ça? Exactement. Ah bah, on va regarder une petite présentation. Hop, je vais le mettre tout de suite là. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et donc le but, c'est de se dire, on va pouvoir directement remplir un formulaire. Je suis votre assistant Randstad. À partir de la Comment voix puis-je vous aider? qui
Bonjour, Eric Desforges à l'appareil. Je vous appelle parce que je suis actuellement soudeur intérimaire et ma mission se finit bientôt, donc je cherche un nouveau poste. Bonjour Monsieur Desforges, merci pour ces informations, c'est bien noté. Je vais vous mettre en relation avec un de nos recruteurs. Pendant que vous patientez, j'ai quelques questions sur votre recherche, si vous le voulez bien. Ok, d'accord. Pouvez-vous me dire à partir de quand vous serez disponible? Là, je travaille encore et à partir du 18 avril, je serai dispo. J'ai compris que vous serez disponible à partir du lundi 18 avril. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Cherchez-vous uniquement des postes de soudeur ou avez-vous d'autres compétences? Soudeur, oui, et également chaudronnier. Très bien. Et dans quelle zone géographique cherchez-vous? Je cherche aux alentours de Nantes. C'est parfait. Je vous mets en relation avec un spécialiste des métiers de l'industrie de la région de Nantes pour la suite de l'échange. Super, merci. Alors là, c'est la partie justement entretien de recrutement. Bonjour, Marc Leroy, je suis consultant métier de l'industrie chez Randstad. Je vois que vous avez déjà échangé avec notre assistant vocal et que toutes ces informations ont déjà été enregistrées. Bonjour, enchanté. Alors, comme vous n'avez pas encore de dossier chez nous, j'ai quelques questions complémentaires à vous poser. Tout d'abord, pouvez-vous me parler de votre formation et de vos expériences, s'il vous plaît? Alors, j'ai 25 ans, j'ai fait un CAP en réalisation industrielle en chaudronnerie au lycée Léonard de Vinci à Bressuire. J'ai ensuite enchaîné avec une mention complémentaire soudage en 2017. Ça m'a vraiment intéressé, ça fait 4 ans que je suis dans ce domaine. Ensuite, j'ai commencé avec une première mission intérim de soudeur TIG chez Savinox de septembre 2017 à octobre 2018. Là-bas, je devais à la fois souder et monter des plans de travail pour des cuisines de restaurants. Alors, vous pouvez voir que ça remplit donc le formulaire. Ensuite, ça j'ai ajoute continué des en lignes. tant que chaudronnier chez Leroux et Lotz à Nantes en janvier 2019 pendant 14 mois, avant que malheureusement la Covid n'arrive et mette fin à la mission. J'étais chargé de découper et monter des pièces pour la tuyauterie de chaudière. Après une période pas facile avec le Covid, j'ai retrouvé du travail en tant que soudeur depuis février 2021 chez Océanox à Bouguenais, près de Nantes. Donc, reconnaissance des, Super. des professions. Et ça des vous a plu villes. cette mission chez Océanox? Ah ouais, c'était super bien. Il paie bien et le travail est très bien cadré. J'y retournerai s'il me le demande. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en petite pause et justement, juste que Christophe, tu finisses par quelques mots justement sur ce projet-là. Je pense que la démonstration, elle parle d'elle-même sur la richesse dans ce qu'on peut tirer de ce type d'outil en fait. Et donc en fait, évidemment que c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup parce que ce qui compte, et pour revenir au titre que tu as fabriqué pour cette session, c'est comment est-ce que digitaliser, humaniser. Là, on voit en fait comment est-ce qu'on peut se servir de la technologie en fait pour permettre un contact qui soit extrêmement riche avec le recruteur et le recruteur focalisé avec le recruté. Et donc cette expérience-là qu'on veut fournir, c'est-à-dire quelqu'un qui soit pleinement en fait avec le recruté, c'est quelque chose qui est soutenu par une technologie qui nous semble parfaitement adaptée pour pouvoir le faire. Et donc, c'est en déploiement pilote. Aujourd'hui, c'est en pilote. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner tous les chiffres de NPS et de tout ça par rapport à Randy. Mais je serais très heureux ensuite de pouvoir communiquer à la suite du pilote parce que c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Ben, merci Christophe. On va enchaîner encore une fois sur l'aspect technologie qui aide à l'humanisation. Et on va juste faire une petite parenthèse sur la visio-assistance avant de parler justement de l'accessibilité. C'est vrai que la visio-assistance, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment en tendance très forte, dont on le voit chez nos clients. Alors la visio-assistance, ça ressemble un petit peu au SVI vocal que tu as évoqué tout à l'heure. Là encore, pareil, le client, cette fois, il appelle le conseiller. Le conseiller, il n'arrive pas à résoudre le problème. Il demande au client, est-ce qu'on peut se faire une petite visio? Il envoie un SMS, le client clique dessus. Et avec son portable, le client montre en fait ce qui va pas. Et l'agent, bien sûr, peut voir l'écran et ça lui donne des yeux. C'est vrai qu'on a fait plusieurs conférences sur le sujet, dont une qui était assez intéressante avec Kiloutou et avec le groupe Atlantique. Et c'est vrai qu'il nous disait, voilà, la visio-assistance devient une véritable machine à waouh, qui permet d'humaniser la relation client, de donner des yeux aux conseillers. Et parfois, ils nous ont confié des petites anecdotes assez intéressantes qui disaient que finalement, ça permettait de pouvoir vocaliser et verbaliser et montrer des problématiques. Bien sûr, c'est le bilan carbone, etc. Et pour le client, l'intérêt, c'est une prise en charge immédiate. Et c'est vrai que l'effet waouh, ils l'ont bien indiqué, que ce soit Stellian, que ce soit Kiloutou ou Groupe Atlantique, l'effet waouh de la vidéo arrive quand on propose au client de résoudre tout de suite sa demande.
C'est-à-dire que si on fait une visio planifiée pour faire une expertise et qu'on dit tiens voilà dans une semaine vous aurez le droit à une visio assistante avec un expert, etc., à ce moment-là le client il trouve ça juste normal. Si on lui dit tiens on passe en visio tout de suite, on résout votre problème, là on arrive à vraiment des effets waouh et des scores NPS qui sont très 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 fortement supérieurs à la moyenne. Je ne vais pas trop détailler le cas Kiloutouf, puisqu'en fait, si vous avez un peu de disponibilité, le 6 avril à 9h30, on va faire donc avec la marque que vous retrouvez en stand juste là-bas, on va faire un pépite café dédié à la visio, et donc pendant 1 heure, Kiloutouf va nous expliquer son cas en détail, et nous expliquons ce qu'ils ont mis en place, la solution, les 24 techniciens équipés, la visio assistance immédiate, etc. Et comment en fait, ils font maintenant 20% des interventions en visio, 15% des demandes qui sont traitées au premier contact et bien entendu près de 2300 heures. Je crois que c'était encore le chiffre un peu bas, je crois que ça augmentait encore un petit peu. Mais si vous êtes intéressé par cette partie visio, je vous invite à nous rejoindre donc le 6 avril. Vous avez une petite URL ici, bit.ly/amarc-kiloutouf. Et là, vous pourrez directement assister à cette conférence dédiée. Ce que je voulais vous montrer juste après, justement, c'est l'application de la visio pour rendre encore plus humain le centre de contact et surtout rendre le centre de contact accessible pour tous. Et c'est plus qu'un défi, ça devient même une obligation, je crois. Ah, complètement. Bon, déjà, avant de commencer, je vous propose de parler un petit peu de la population des personnes sourdes et malentendantes sur le territoire français. Donc, vous avez à l'écran un petit schéma explicatif. Donc, pour information, ces chiffres datent du 10 février 2010. 10 février 2010, 6,6 millions de personnes sourdes et malentendantes sur le territoire français, donc pratiquement 10% de la population française. Et donc vous voyez les modes de communication principaux, la langue des signes et les personnes sourdes qui s'expriment oralement. Donc aujourd'hui, vous avez pratiquement entre 200 000 et 400 000 personnes qui s'expriment en langue des signes, sur le reste de la population qui est des personnes sourdes et malentendantes qui oralisent. Mais j'en profite pour vous faire quand même une petite mise à jour de chiffres, parce que les nouveaux chiffres vont sortir d'ici quelques mois. Et on était quand même donc, en février 2010, donc on est maintenant en 2023 et on est à 10 millions de personnes sourdes et malentendantes sur le territoire français. Augmentation de la population due à quoi ? Due à nos enfants qui se baladent en permanence avec leur smartphone et leurs écouteurs dans les oreilles. Voilà. Donc vous voyez comme quoi une grande population une grande partie de la population française est concernée par le sujet. Donc 2 réglementations sur notre contexte. Le premier, l'activité téléphonique, que vous voyez à l'écran avec le décret du 9 mai 2017 sur la loi pour une république numérique, donc qui impose aux établissements publics et privés de se rendre accessibles au téléphone auprès des personnes sourdes et malentendantes. C'est la verte. La verte, merci. Et deuxième contexte réglementaire, l'activité des établissements, mais sur une activité physique. Donc le cadre bâti des établissements. Donc avec la mise en place du registre d'accessibilité, et donc évidemment qui impose à un établissement public ou privé de se rendre accessible auprès du public sourd ou malentendant, mais là en présentiel. Donc j'ai envie de dire 2 lois qui permettent à quoi ? Une seule et même chose, d'offrir un parcours client complètement accessible, et là de transformer une contrainte liée à la réglementation en vigueur en opportunité de satisfaire un nouveau panel de clients. Parce qu'une personne sourde qui communique avec vous au téléphone, bien évidemment, elle a besoin aussi de venir à votre rencontre en face à face, en fonction de votre activité, bien évidemment. Par exemple, d'une commune ou même d'un agent immobilier, par exemple, le contact se fait par téléphone, oui, mais après, on va forcément chercher l'information en face à face dans le RP concerné. Alors justement, pour résumer, la gestion de l'accessibilité pour les personnes malentendantes, c'est obligatoire pour qui, pour quand ? Alors, c'est obligatoire pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Alors, dans le secteur privé, aujourd'hui, vous avez un seuil de toutes les entreprises qui vont plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, j'ai envie de vous dire, il va falloir mettre ces choses-là à jour, parce que l'année prochaine, vous aurez plus ce seuil. C'est toutes les entreprises qui seront concernées. Donc, toutes les entreprises d'au-dessus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais évidemment celles qui font aussi en dessous de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi cette mise à jour de la réglementation ? Vous faites le parallèle avec le secteur public. Le secteur public, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de seuil pour cette mise d'accessibilité. Donc déjà, on avait un problème d'égalité entre le secteur privé et le secteur public. Donc non, à partir de l'année prochaine, ce sera tous les établissements concernés, qu'ils soient au-dessus ou en dessous de ce chiffre d'affaires-là. Donc ça, c'est pour la partie téléphonique. Et donc là, je reviens sur la partie réglementaire pour le cadre bâti. Et donc là aussi, vous avez tous les établissements sont concernés, peu importe la catégorie de l'ERP. Tous les ERP sont concernés par cette mise en activité. Donc l'année prochaine, il va falloir vraiment faire un gros effort, c'est ça ? Un gros effort pour vous, oui, pour nous aussi également, parce qu'il va falloir assumer tout ce besoin. Mais bon, ça veut dire qu'on a de belles années devant nous, c'est bien. Alors comment on fait justement ? Alors je vais vous expliquer. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que les personnes sourdes ou malentendantes utilisent principalement 3 modes de communication. Donc là, vous avez par exemple en bas à gauche de l'écran la vision-interprétation en langue des signes française. Donc là, une personne sourde qui va s'exprimer en langue des signes. Donc comme je disais auparavant, entre 200 000 et 400 000 personnes sur le territoire français. Les personnes sourdes ou malentendantes qui savent parler,
Et c'est pour ça que j'ai envie de faire de la sensibilisation en même temps. Je pense que vous utilisez tous le terme de sourd et muet. Donc ça, c'est à bannir de votre langage, parce que c'est complètement faux. C'est soit une personne sourde a appris à parler, soit elle n'a pas appris à parler. Mais il n'y a pas de problème de muettisme chez la personne sourde. Et donc pourquoi autant de personnes sourdes qui savent parler? Parce que le handicap auditif est souvent un handicap qui s'acquiert au cours de la vie, et très rarement de naissance. Donc quelqu'un qui savait déjà parler français, bien évidemment, quand il va devenir sourd, il va continuer à parler en français. Donc transcription assistée de la parole, donc ça va être un mode de communication utilisé par les personnes sourdes-entendantes qui savent parler. Et donc en fait c'est très simple, hein. C'est à l'inverse de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est tous les propos oraux qui sont remis par écrit à la vitesse de la parole. Troisième mode de communication, le visiocodage LPC. Alors ça c'est un mode de communication, mais avant d'être un mode de communication, ça fait surtout partie des différents modes d'apprentissage que l'on va proposer à un enfant qui naît sourd et qui a décidé d'aller vers l'oralisation, donc d'apprendre à parler. Donc un enfant qui naît sourd et qui va décider d'apprendre à parler, la première technique qu'on va lui apprendre, et quand je parle de mon exemple, c'est souvent un peu compliqué vu mon débit de parole, je pense que vous avez pu le voir. Un enfant qui va apprendre à oraliser va lire sur vos lèvres, ce qu'on appelle la lecture labiale. Sauf qu'en français, comme dans beaucoup de langues, vous avez ce qu'on appelle des jumeaux labiaux. Je vous donne un exemple, quand vous dites manteau ou menton, bah voilà, ils vont faire exactement le même mouvement. Donc en quoi consiste le codage LPC? C'est qu'un enfant, en fait, quand il va lire sur vos lèvres, on va associer à la lecture labiale un signe au même niveau que la bouche, qui va permettre de préciser si on prononce une consonne ou une voyelle et donner un environnement à la conversation. C'est ça le codage LPC en fait. Voilà. On va passer à la slide suivante. Voilà. Alors le fonctionnement d'une solution de communication auprès du public sourd ou malentendant, donc là on va rejoindre la technologie. Une personne sourde qui a besoin de communiquer, et notamment sur la partie langue des signes française, elle va avoir besoin d'avoir une relation en visio avec les plateformes Axéo. C'est-à-dire qu'en fait, que quand vous êtes en relation téléphonique, par exemple avec une personne sourde, vous n'êtes pas en relation directe avec elle. Il y a une personne entre vous et la personne sourde. Donc là, en l'occurrence, on parlerait d'un opérateur interprète ou d'un opérateur transcripteur chez Axéo. Et donc en fait, c'est pour ça que sur le schéma que vous avez à l'écran, c'est tout simplement pour vous expliquer que quand vous êtes en relation téléphonique avec une personne sourde, eh ben, c'est une conversation à trois. Entre vous et votre client sourd ou malentendant, vous avez la plateforme Axéo qui va permettre dans un sens de prêter son service pour permettre la communication dans un sens comme dans un autre. Imaginons pour l'exemple de la langue des signes française, quand vous avez votre conseiller client qui va répondre au téléphone pour échanger avec le client sourd qui s'exprime en langue des signes, et c'est notre opérateur qui va entendre la voix de votre opérateur et qui va directement traduire en langue des signes en visio auprès du client sourd. Et dans l'autre sens, bien évidemment, il faut que l'opérateur de chez nous puisse voir le client sourd quand il va s'exprimer en langue des signes. Donc là, c'est un échange visio. Et après, notre opérateur derrière va oraliser les propos pour vous au téléphone. Donc en fait, finalement, il faut savoir que pour une activité téléphonique, techniquement parlant, c'est complètement transparent pour vous. Il suffit juste, bien évidemment, de s'équiper de solutions qui vont permettre cette conversation à trois. Alors justement, pour permettre un parcours client complètement accessible, j'allais vous dire, on a besoin de mettre en place plusieurs chemins d'accès. Alors vous allez voir donc, les différents canaux qui vont permettre à une personne sourde de contacter un établissement. Donc les deux premiers chemins d'accès que vous voyez, donc le canal numéro 1 et le canal numéro 2, ça va être pour couvrir l'accessibilité téléphonique d'un établissement. Premier canal, bien évidemment, le site internet de l'entité concernée. Donc là, vous avez l'exemple du site d'Agenda Mondial qui est équipé de nos solutions. Et en fait, via le site internet de l'entité concernée, on va implanter sur le site un pictogramme en rapport avec la surdité, ce qui va donner l'information au client sourd ou malentendant qu'une solution va lui permettre d'être autonome dans sa communication auprès de vos services. Et en cliquant sur ce pictogramme, c'est là où il va arriver sur une solution de visio qui va le mettre en relation avec la plateforme Axéo. Et une fois que cette mise en relation est faite, l'opérateur de chez Axéo va contacter votre service au téléphone comme n'importe quel client. Deuxième chemin d'accès, le site internet Axéo. Où là, en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place ce chemin d'accès-là? C'est toujours pour une activité téléphonique. C'est qu'on va permettre à l'entité qui va s'équiper d'Axéo de bénéficier aussi de la réputation d'Axéo auprès du public sourd ou malentendant. C'est-à-dire qu'en fait, en retrouvant le logo de l'entité sur notre site, on va aussi pousser la population des personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent déjà Axéo à connaître l'activité de l'établissement et à rentrer en contact avec lui également au téléphone via notre site. La seule différence entre votre site et le site internet Axéo, c'est qu'on ne va pas retrouver le pictogramme de la surdité sur le site internet Axéo parce que bien évidemment c'est une activité qui est dédiée aux personnes sourdes, mais là elle va cliquer sur votre logo à vous et elle va retrouver la même interface de communication lui permettant d'entrer en contact avec vous. Troisième chemin d'accès, et là on va rentrer justement, j'ai envie de vous dire, dans la transition entre les deux textes de loi, l'accessibilité téléphonique d'un côté et l'accueil dans un ERP en face à face. Grâce à l'application grand public, en fait c'est une application qui est gratuite pour la personne sourde, elle va télécharger son application sur son smartphone, ça va lui permettre deux choses. Déjà d'utiliser son smartphone pour contacter vos centres de relations clients par exemple, en mobilité comme n'importe quelle personne. Donc utiliser son smartphone pour communiquer auprès de vos établissements par téléphone. Mais l'avantage de cette application mobile, c'est que, imaginons vous avez une personne sourde qui rentre dans un de vos établissements, donc là pour un accueil physique, elle met son téléphone en mode haut-parleur, elle sélectionne votre logo dans l'interface de communication Axéo, et là elle peut échanger directement avec vos conseillers en face à face. C'est-à-dire que via le haut-parleur du smartphone et le micro, l'échange va se faire avec l'opérateur entre vous deux, mais en face à face en direct.
Canal numéro 4. Quand on parle des personnes sourdes et malentendantes, j'ai bien envie de vous dire qu'on inclut dedans également les personnes âgées avec une baisse d'audition. On n'est pas encore sur une génération où vous allez avoir une personne âgée avec une baisse d'audition qui va se présenter dans un établissement avec un smartphone équipé d'une application. On n'est pas encore sur cette génération-là. Donc on a développé une application professionnelle, et donc là qui est du côté de l'agent d'accueil dans un établissement. Et c'est là, c'est votre agent d'accueil qui va solliciter notre service via son support informatique et accompagner la personne sourde ou malentendante en face à face. Alors, je vous dirais que nous, on l'a mis en place chez Eloquent, donc avec l'aide de vos équipes. Et c'est vrai qu'on a fourni le numéro de téléphone, le logo, et c'est quasiment tout ce qu'on a eu à faire, quoi. Et en combien de temps? Ça ne nous a pas pris longtemps, le logo et le numéro de téléphone, c'est 5 minutes. Hein. Voilà, complètement. Pour une activité téléphonique, c'est très simple. Vous communiquez vos numéros de téléphone à rendre accessibles. Quand il y a des établissements, bien évidemment, les adresses de ces établissements pour qu'on les géolocalise. Après, vous nous envoyez votre logo, et le plus gros du travail de votre côté, il est fait. Le travail, il est chez nous. Donc, j'ai envie de vous dire, déjà que le sujet du handicap n'est pas forcément, et c'est en train de changer, bien évidemment, heureusement, qui passionne les entités, encore heureux qu'on fasse des choses simples à mettre en place, sinon on n'y arriverait pas aujourd'hui. Alors là, on a parlé donc des personnes qui ont des handicaps d'audition. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui parlent une langue étrangère et qui vont dans un établissement ou qui veulent parler à quelqu'un en anglais, en allemand, en espagnol, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même problématique. Que vous ayez besoin d'échanger avec un client sourd ou malentendant ou avec un client qui ne maîtrise pas le français, vous êtes exactement sur la même problématique de communication. On n'est juste pas sur la même langue finalement. Donc là, en fait, on a développé une solution qui s'appelle Accès aux langues. Donc vous avez vu sur le dernier chemin d'accès que je vous ai montré avec l'application professionnelle pour accueillir une personne sourde ou malentendante en face à face. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec Accéo, on équipe plus de 21 000 villes sur le territoire français. Et donc, comment est venu au monde ce service Accès aux langues? C'est que les collectivités qui étaient équipées de notre solution pour permettre un échange avec le citoyen sourd ou malentendant, à force de voir que la barrière de communication était complètement tombée avec le public concerné, on a dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans l'échange avec le public non francophone? J'ai envie de vous dire, c'est très très simple. Vous remplacez l'interprète en langue des signes française par un interprète en langue étrangère et vous avez réglé le problème. Et donc, dans l'application Accéo Pro que j'ai montré dans le dernier chemin d'accès, là, vous avez accès à un module de traduction en langues étrangères qui s'appelle Accéo Langues, et dans lequel vous allez trouver plus de 105 langues étrangères pour vous permettre de communiquer avec un client qui ne maîtrise pas le français. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, on revient, comme beaucoup de solutions qui ont été créées en rapport avec le handicap. Vous avez beaucoup de solutions qui sont créées en rapport avec le handicap qui finissent par être utilisées par le commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'en démocratisant les solutions, vous amenez d'autres besoins. Et exemple, le téléphone qui a été inventé par M. Bell, c'était pour sa femme qui était sourde. On l'utilise tous aujourd'hui. Et là, vous avez une solution de communication numérique qui était là pour accompagner le public sourd ou malentendant, et qui amène maintenant à simplifier la relation avec le public non francophone. Alors donc là, on est vraiment sur la technologie au service de la relation humaine. Pour préciser, pour vous, le service, c'est pas fait par des machines, mais c'est fait par des personnes. Exactement. Vous voyez, la transcription instantanée de la parole. Donc on aurait très bien pu utiliser des solutions de reconnaissance vocale automatique à aujourd'hui. Comme on l'a vu avec le président de la République, c'est ça, lors de ses speeches? Exactement, ça c'est les exemples que je sors souvent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bien évidemment, il n'est pas dit que dans quelques années, les solutions automatiques ne soient pas prêtes pour gérer ce genre de communication, mais en tout cas, au moment où je vous parle, non. Je vous prends un exemple, par exemple, à titre indicatif, dans les solutions automatiques du traitement de la voix aujourd'hui, vous n'avez pas de gestion de la ponctuation. C'est-à-dire qu'une personne sourde, quand elle va communiquer avec vous, la seule information qu'elle a, c'est l'écrit qu'il va y avoir en face d'elle. Vous changez une virgule de phrase dans une phrase, vous allez changer complètement le sens. Et là, perdre votre client sourd ou malentendant dans sa compréhension. Je prends souvent aussi un autre exemple. Mon débit de parole. Chacun a son handicap, moi j'ai le mien. Donc vous voyez, j'ai un débit de parole qui est très très haut. C'est dû à une dyslexie que j'ai eu plus jeune et qui est complètement réglée aujourd'hui. Mais bon, le débit de parole, lui, est toujours là. Je mets au défi n'importe quelle solution automatique de couvrir mon débit de parole. Avec la prononciation qui va avec. Avec la prononciation qui va bien. Donc non, aujourd'hui, oui, les outils automatiques, et c'est pour ça que je vous dis qu'on joint souvent l'humain avec les technologies. Les solutions automatiques, nous, on les met en place. Il y en a chez Accéo et gens qui vont permettre de communiquer à distance. Mais ces solutions automatiques, on les met à disponibilité en dehors de nos horaires d'ouverture. C'est-à-dire que pendant les horaires d'ouverture de vos plateformes, vous aurez affaire à un transcripteur humain, donc qui va écouter vos propos et les taper à la vitesse de la parole. On a notre propre école de formation, c'est un métier qu'on a créé aujourd'hui. Et en dehors des horaires d'ouverture, pour répondre à un besoin de communication urgente d'une personne sourde, et là, vous allez retrouver une solution automatique. Si notre plateforme est fermée, on va quand même permettre à une personne sourde d'avoir un premier degré d'échange. Mais en général, ce qui se passe, on le voit souvent, une personne sourde qui va utiliser une solution automatique comme mode de communication, en dehors des horaires d'ouverture de notre solution, elle repassera un appel téléphonique le lendemain avec un transcripteur pour avoir une meilleure compréhension. D'accord. Alors justement, on va arriver à la conclusion avant de peut-être prendre une question-réponse. Donc, ce qu'il fallait retenir, nous, de cet atelier,
et c'est ce qu'ont bien souligné nos intervenants, c'est qu'il faut vraiment définir les cas d'usage. Et là où l'automatisation, la robotisation, SVI visuel, chatbot, callbot, etc. apporte de la valeur, l'important aussi c'est de tester. Tanguy l'a bien dit, il y a vraiment une courbe d'expérience. Et là on le voit aussi avec le chat GPT, on en parlait encore tout à l'heure. En fait, est-ce qu'il y aura un métier de prompt, comment tu disais, de spécialiste du prompt, de prompt manager? Oui, de prompt engineer, c'est un nouveau métier Prompt apparemment. engineer. On peut faire la recherche sur LinkedIn, il y a les premières offres d'emploi qui arrivent. C'est vrai que quand on parle de chat GPT, arriver à interagir avec ces solutions, c'est une nouvelle forme de compétence. C'est la même chose, je pense, pour les bots. Ça crée un nouveau métier. On pense que les bots sont des solutions automatisées. Enfin, c'est une solution automatisée. Donc, on la met en place, c'est fini, on part en vacances et ça tourne tout seul. On la met en place, on a le droit de partir en vacances. L'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont 7-7, 24-24. Mais ça crée un nouveau métier qui est vraiment le métier du suivi au quotidien de ces solutions. Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Ne laissez jamais votre chatbot abandonné durant les vacances. Et il y a un véritable nouveau métier. Et c'est en ça que la technologie ne va pas nécessairement détruire tous les emplois. Elle vient aussi en créer des nouveaux. Ouais, c'est la complémentarité bot-agent. Et bien sûr, utiliser la technologie telle que la visio, à la fois pour l'accessibilité, mais également pour un agent augmenté. On lui donne des yeux en plus des oreilles au téléphone et rendre en fait un service plus accessible. Alors, on a peut-être le temps de prendre une question, parce que c'est vrai qu'on a débordé. Ouais. Allez, une petite question. N'hésitez pas, nos intervenants sont là. Et bien entendu, on a sur le stand éloquent qui est juste là, avec Axéo, on a à 16h une petite démonstration de la langue des signes. Donc, je te laisse peut-être en dire 2-3 mots. Un atelier de sensibilisation complètement à la langue des signes française. Vous êtes en contact direct avec un de mes salariés sourds s'exprimant en langue des signes française qui va vous apprendre quelques petits rudiments de la langue des signes française. Juste un petit mot, le SVI visuel. Pour une personne sourde, vous pensez que le SVI téléphonique, le temps qu'on traduise le SVI, on a déjà fait 2 fois le tour. Hein. Donc merci le SVI visuel. Moi j'ai une question pour Randy. Je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour paramétrer, affiner, faire grandir la solution pour qu'elle arrive au résultat que vous avez montré. Je pense que le projet pré-lancement, il a duré autour d'1 an de travail. Donc en fait, c'était une solution qui a été longue à mettre en place. Ouais. Longue à mettre en place pour qu'on arrive à un statut dans lequel on trouve acceptable de mettre en production. Et Tanguy, la mise en place d'un bot, grosso modo, 3 mois? Oui, 3 mois. Les premiers, ça a été 3 mois. Celui sur les points de contact, ça a été 4 mois, le temps de tous se réunir et de faire un premier niveau pour pouvoir le lancer en sachant très bien qu'il sera loin de répondre à tout, très loin de là. Mais justement, il permettra de collecter des verbatims. Mais il faut quand même recompter le même temps de suivi très intensif pour s'améliorer en fonction des usages constatés. Ok. Alors, si vous avez d'autres questions, on est vraiment à votre disposition. Le stand éloquent, vous sortez, on retrouve directement. Et l'atelier de sensibilisation, vous pourrez voir vraiment les fondamentaux de la langue des signes. Merci à tous. Et nos intervenants sont encore là quelques minutes pour discuter avec vous. Merci à tous et bon après-midi.